En ce moment, tu vois, en termes de valeur, on entend beaucoup parler de la valeur travail, donc la valeur de la persévérance, la valeur du hustle. Donc ça, tu vois, ça va un peu dans tous les sphères, tu vois, sur Internet, des infopreneurs qui sont en mode morning routine, se forcer, etc. En politique, la valeur travail, le machin, etc. Moi, je pense qu'il faut abandonner toutes ces conneries. C'est-à-dire que c'est au moment où tu considères que le travail n'est pas une valeur en soi, que tu es capable de trouver des manières ingénieuses de mettre ton énergie là où ça compte, c'est-à-dire délivrer un message. Tellement d'accord. Le Ouais, travail sert à être éliminé, tu vois. C'est la fonction du travail. On se crée du travail pour ensuite chercher à l'éliminer. Et c'est la fonction de l'entrepreneur, tu vois. Et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur la valeur travail. Je pense que c'est vraiment un piège, un énorme ouais. piège qui fait que plein de gens sont absolument pas efficaces tout en ayant l'impression d'être des bonnes personnes parce qu'ils travaillent dur et ils produisent peu. Et ils ont peu de résultats. Et si on remplaçait la valeur travail par la valeur efficience, c'est-à-dire fournir le moins d'efforts possible pour le maximum de résultats possible, loi de Pareto, 80-20, on pourrait produire des choses extraordinaires. On n'imagine même pas ce qu'on serait capable de faire, tu vois. Mais pour ça, il faut se débarrasser de ce truc-là, de dire le travail c'est bien, c'est pas vrai, tu vois. Le travail c'est pas bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on Non. on passe notre temps en tant qu'humain à éliminer des travaux pour les remplacer par des nouveaux, pour ensuite à nouveau les éliminer avec des nouvelles technologies, avec des machines, avec de l'IA, avec tout ce qui arrive, sert toujours à terme à éliminer du travail. Alors on arrive toujours à s'en recréer, parce que c'est ce qu'on fait, et c'est très bien, mais le sens du travail, c'est d'être éliminé. Et je Ouais. pense que en tant que petit créateur, et même en tant qu'artisan, on devrait pouvoir aussi garder ce truc-là en se disant, ok, c'est quoi le cœur de ce que j'aime faire, ça je le garde, mais tout ce qu'il y a autour et ce qui crée de la friction et qui m'empêche de le faire comme je veux, bah, essaie de l'éliminer ou de le réduire au maximum ou de l'accélérer ou de le simplifier, quoi. Tu vois, je pense que c'est aussi une question d'identité, c'est-à-dire que beaucoup d'entrepreneurs finalement adossent l'identité de l'entrepreneur. Je suis entrepreneur, c'est sérieux. Mais si tu reviens 30, 40, 50 ans en arrière, qu'est-ce que c'était un entrepreneur? Un entrepreneur, c'était un entrepreneur du bâtiment. C'était quelqu'un qui construisait des maisons. Et ton boulot, c'était quoi qui était le plus proche? C'était celui de l'auteur. C'est celui qui écrivait des bouquins ou du conférencier, tu vois, mais ça n'a rien à voir l'entrepreneur et l'auteur. Et l'entrepreneur va chercher à peut-être se glorifier aussi du travail, alors que l'auteur, ce qui l'intéresse, c'est l'impact que ses idées vont avoir sur les gens. Et ce qui est important, c'est qu'en termes de créativité, si tu veux avoir des idées qui révolutionnent ta thématique et le monde, c'est comme Archimède dans son bain, tu sais, le Eureka, eh bien, tu l'as au moment où tu ne travailles pas. C'est quand tu Ouais. fais autre chose, quand tu es sous la douche, quand tu es en train de marcher, quand tu fais autre chose. C'est dans les moments de pause que viennent les idées. Que tu es d'accord avec ça? Ouais, c'est pour ça que Ah, pendant longtemps, je me suis posé la question de pourquoi les créateurs de contenu que je connaissais qui travaillaient le plus, c'était ceux qui produisaient le moins de contenu. Ce qui est souvent vrai. Les gens qui, enfin, souvent dans le monde des créateurs, ça s'observe souvent. Et au contraire, les gens qui sont très prolifiques, qui postent beaucoup, souvent travaillent moins. Et j'ai fini par comprendre que c'était ça, tu vois. Que c'était qu'en fait, ceux qui travaillent moins ont plus de temps pour réfléchir, pour lire, pour se balader, pour noter des idées. Et en fait, ils arrivent avec beaucoup plus d'idées à la fin de la journée que ceux qui sont tout le temps la tête dans le guidon à refaire les mêmes choses jour après jour et qui n'ont pas le temps et qui se laissent pas souffler en fait. Qui se laissent pas souffler, qui prennent pas jamais de recul sur ce qu'ils font, qui sont toujours dans des rendez-vous, dans des meetings, dans des trucs et qui finalement ne se laissent pas de temps pour processer tout ça. Et voilà, et finalement c'est assez logique. exactement, ouais. Il faut, je pense, accepter l'identité de l'auteur. Les récits des auteurs, ils voyageaient, soit ils étaient dans le train, en train d'avoir des idées, soit dans un café à regarder les gens passer. T'es pas enfermé dans des meetings avec des gens, avec des équipes, t'es pas à rendre des comptes. J'ai l'impression que les gens s'enferment, tu vois, deviennent des prestataires de services de la création de contenu, comme s'ils devaient rendre compte à des clients, à leurs clients que sont l'audience, qui sont des gens qui ne payent pas pour le contenu gratuit, tu vois, comme s'il fallait montrer qu'on travaille, machin, que ça doit être difficile. Mais voilà, quand t'écris un bouquin, tu ne te soucies pas de ça. Antoine, t'es connu pour promouvoir la liberté. T'es pas le seul, mais c'est quand même une de tes valeurs les plus fondamentales. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi une vie libre? Est-ce que tu es libre? Est-ce que je suis libre? Qui est libre? J'ai vu que tu avais noté la question et tu sais, quand je l'ai lu,
je me suis fait la réflexion de me dire, est-ce que je suis vraiment qualifié pour répondre à ça? Est-ce que je connais vraiment la réponse? Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose que je devrais davantage théoriser, prendre le temps de réfléchir et tout? Et moi, quand je réfléchis, j'aime bien lire des bouquins qui vont avec. Et j'ai remarqué que sur la liberté, en fait, il y avait très très peu de bouquins. T'as des récits de voyage, mais c'est pas plus de voyage. T'as le fameux bouquin How to Live Free in a Non-Free World d'Harry Brown, qui est le seul bouquin que je connais en fait sur la liberté et que en fait personne connaît. Hein. C'est vraiment un bouquin de niche. Et finalement, t'as l'impression que c'est quelque chose auquel tout le monde aspire, mais personne se forme dessus. Et je pense que si demain je sors une formation sur la liberté, ça va pas être mes meilleures ventes. Donc en fait, on passe Moi, notre j'ai temps une à théorie courir. là-dessus. Vas-y. Je pense que la liberté, c'est une préoccupation ultra pratique. C'est-à-dire, c'est le fait de voir dans sa vie tout un tas de contraintes et de vouloir s'en émanciper. Donc, il y a quelque chose de très pratique. Et du coup, quand tu es dans le pratique, t'es pas trop dans la théorie, dans le général, etc. Les gens qui sont plus intellectuels, tu vois, qui sont plus dans les grandes idées, l'idéologie, etc. Je pense que quand tu es dans ce schéma-là, tu as plutôt tendance à vouloir avoir un point de vue un peu déterminisme de la vie, c'est-à-dire à Hmm. repérer qu'est-ce qui fait que, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée les conditions, machin, etc. Et en fait, identifier, tu vois, qu'est-ce qui nous détermine, c'est hyper satisfaisant intellectuellement, mais ça va pas forcément te faire passer à qu'est-ce qui te libère. Et c'est pour ça que j'ai l'impression, tu vois, il y a assez peu entre guillemets, tu vois, de libéraux, c'est-à-dire de gens pour qui la liberté est vraiment centrale, qui théorisent, qui sont intellectuels de la liberté, qui promouvoient ça, tu vois. Et tu trouves plutôt, tu vois, des intellectuels de gauche qui sont plus sur une vision sociologique du monde et qui du coup vont avoir une grille de lecture, une vision qui est assez loin de nos préoccupations, toi et moi, de ce qu'on Ouais. est en train de discuter. Je suis assez d'accord avec toi et je pense que le vrai problème quand on parle de liberté, c'est qu'il y a tellement de strates. On peut parler de liberté de mille façons différentes, tu vois. On peut parler de liberté dans un point de vue économique, de liberté individuelle, de liberté par rapport au regard des autres. En fait, par exemple, si je te dis, bah moi je suis extrêmement libre parce que j'ai pris aucun engagement avec personne, je me suis pas marié, j'ai aucun partenaire dans mon travail, je suis toujours tout seul, je fais tout en indépendant, etc. Je m'installe jamais nulle part et mes amis je les garde 3 semaines. En fait, peut-être que ce que tu prends pour de la liberté, c'est plus que tu vis dans la peur parce que, je sais pas, tu été abandonné dans ton Hmm. enfance et tu as gardé un trauma et du coup tu veux pas que ça se répète. En fait, est-ce que c'est Pas vraiment de libre. la liberté? C'est ça. Et moi, j'ai vécu un petit peu ça au début de mon aventure entrepreneuriale où je cherchais la liberté absolue, où je voulais voyager à plein temps, où je voulais avoir aucun attachement, je voulais pas être en couple, où je voulais rien de tout ça. Et en fait, assez rapidement, je l'ai diagnostiqué comme n'étant pas une simple recherche de liberté, mais comme étant plutôt guidé par une sorte de peur, par quelque chose de plus profond et par quelque chose de plus négatif. Et donc c'est pour ça que j'ai été prudent ensuite en parlant de liberté, en me rendant compte que ce que tu pouvais prendre comme de la liberté, ça n'en était pas forcément, et qu'en fait la liberté c'était difficile à définir parce que tu peux te sentir libre tout en ayant une vie, voilà, tout en ayant une vie assez finalement banale. Tu peux même te sentir libre en étant en prison, théoriquement c'est possible, et tu peux inversement te sentir assez enfermé dans ta vie tout en ayant beaucoup de liberté parce que tu as des prisons mentales ou des choses sur lesquelles t'as pas assez travaillé. Et donc le danger de la liberté, c'est que parfois ça ressemble à de la fuite. Et en fait, la fuite, c'est pas la liberté, puisque la fuite, c'est nos peurs qui nous contrôlent. Bien sûr. Et donc, C'est c'est pour ça que déterminé par ses affects, déterminé exactement, par les forces qui agissent en nous, son inconscient ou c'est par sombre ou ce que tu appelles ça comme tu veux. exactement. Tu me parlais de ma résistance à la contrainte. Tu me disais que j'avais de la résistance à la contrainte, etc. Toi Ouais. aussi, bon bah voilà, pas mal de choix sont faits à partir de ça. Est-ce que c'est un exercice de liberté de résister à la contrainte, ou est-ce que c'est un trait de caractère qui nous pose problème, qui limite notre ambition et qu'on subit? Tu vois, qui a la réponse à ça? Et c'est pour ça que la liberté, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un sentiment. Et qu'un sentiment, ça va et ça vient. C'est comme le bonheur. Moi, j'ai du mal à parler de bonheur. Les gens disent c'est quoi le secret du bonheur? Qui sont les gens heureux, etc. Ça veut rien dire. Tu peux être très heureux un jour et te sentir au fond du trou le lendemain. Et d'ailleurs, la plupart des gens vivent leur vie comme ça. Et en fait, un jour, tu vas être heureux, le lendemain, tu vas être malheureux. Et en fait, le Ouais. bonheur, comme c'est une sensation éphémère, bah, c'est très difficile à capturer et c'est très difficile de dire, d'en tirer des lois et de dire ces gens-là sont heureux, ces gens-là sont malheureux. Pas vraiment, tu vois. Et j'ai l'impression que la liberté, c'est un peu pareil. Maintenant, après, on peut débattre de la liberté pratico-pratique. Qu'est-ce que c'est que d'avoir plus de liberté dans sa vie? Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont un besoin plus ou moins important de liberté. Je pense que toi et moi, on a besoin d'un haut niveau de liberté. C'est pour ça qu'on est entrepreneur. Et ça, par contre, je pense que c'est capital. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui ne peut pas s'épanouir dans un système contrôlé, donc par exemple dans une entreprise,
en tant qu'employé, bon, bah, cette personne doit prendre son indépendance et sinon elle va pas réussir à s'épanouir tout court, tu vois. Moi, je sais que je faisais partie de ces personnes-là et que ma vie s'est profondément améliorée le jour où je suis devenu entrepreneur. Bien sûr, ouais. Moi, quand tu vois, je regarde un peu mon parcours, ton parcours, le parcours d'autres, j'ai aussi l'impression, tu vois, tu parlais de certaines causes psychologiques, j'ai quand même l'impression qu'on est déterminé par énormément de facteurs. Hmm. Et en même temps, c'est pas parce que il y a, on est déterminé sur tout un tas de facteurs que la liberté n'existe pas. Et quand j'ai l'impression, pour toi et pour moi, que tu vois, ma vie aujourd'hui, ta vie aujourd'hui, a quand même un espace de liberté, c'est-à-dire qu'on a le choix, tu vois, c'est Ouais. comme un angle droit tu vois, là je suis en train de bouger mon coude. J'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai plus d'espace, j'ai plus de choix, je peux faire plus de choses. Je peux potentiellement, bah, justement, plus aller vers l'élan, tu vois, c'est-à-dire t'as envie de faire quelque chose, aller vers un élan naturel, alors que bah, si tu as tout un tas de contraintes, donc il y a quand même quelque chose de très concret, tu Ouais. vois. Toi comme moi, on est plus libre C'est qu'avant. la maîtrise, tu vois. Euh, Avoir la maîtrise sur ce qui nous entoure. Et la maîtrise, ça va dépendre de ton niveau de compétence. Donc finalement, la liberté est liée à ta compétence, tu vois. Si tu sais rien faire, tu peux pas être libre. Si tu as des difficultés avec les gens, par exemple, ce qui va te rendre plus libre, c'est de développer tes compétences sociales, tu vois. Donc je pense que les deux sont liés et que si on veut être plus libre, il faut développer ses compétences. En quoi tu es libre et en quoi t'es pas libre? Enfin, en quoi tu te sens libre aujourd'hui? Et si tu compares au moment où tu t'es lancé, en quoi tu te sens libre et en quoi tu te sens peut-être pas libre ou moins libre? Je suis libre dans le sens où si demain j'ai envie de pas travailler, je peux le faire. Et si demain j'ai envie de partir à l'autre bout du monde pendant 6 mois, je peux le faire aussi. Et ça, c'est très rare. Peu de gens ont cette liberté-là. Et tu vois, il y a quelques semaines, je me suis dit, tiens, pour mes 30 ans, là je vais avoir 30 ans, j'inaugurerais bien cette nouvelle décennie en faisant un tour du monde. Donc j'aimerais partir de Paris pour peut-être 6 mois, 9 mois, je sais pas encore exactement combien de temps, partir vers l'ouest et faire un tour du monde complet, c'est-à-dire partir vers l'ouest, faire le tour de la Terre, m'arrêter à pas mal de destinations, aller voir l'île de Pâques, des choses où jamais j'y serais allé si c'était juste pour ça, et revenir par l'autre côté, tu vois. Et ben juste le fait de me dire, après j'ai réfléchi, je me suis juste le fait de me dire, tiens, je vais avoir 30 ans, et si je faisais un tour du monde, et que ça n'implique que rien, aucun changement d'organisation dans ma vie et dans mon travail, je me dis que ça, c'est une liberté qui est immense. C'est-à-dire que je vais pouvoir continuer à bosser, je vais pouvoir continuer à lancer des formations, à créer des contenus, mes vidéos seront même peut-être plus intéressantes, j'aurai peut-être même plus d'idées parce que je serai pas mal en mouvement et donc ce sera de l'inspiration pour moi. Mais en tout cas, il va pas y avoir de friction, je vais pas perdre en chiffre d'affaires, j'ai pas besoin de mettre de l'argent de côté, j'ai pas besoin de prendre une année sabbatique comme le feraient la plupart des gens. Et le fait que ce soit même pas un sujet en fait pour moi m'enchante et me fait me dire que ça c'est géant, tu vois. Ça c'est extraordinaire. Donc ça, c'est une vision, voilà, une manière très pratique de laquelle je peux user de ma liberté. Un autre exemple, c'est je me lève, je suis malade. Demain, je me lève, je suis malade. Bon, bah, j'ai pas à aller faire la queue dans une salle d'attente avec 15 autres personnes malades en attendant d'avoir un certificat médical pour pouvoir pointer et justifier non, non, je suis pas en train de vous mentir, je suis vraiment malade, tu vois. Et ça, pour moi, c'est le fait d'échapper à l'infantilisation. Je supporte pas d'être infantilisé. Le fait d'échapper à l'infantilisation, pour moi, c'est un des bénéfices de construire une vie plus libre. On pourrait croire que c'est une critique anticapitaliste, ton truc. C'est c'est la subordination, le contremaître, tu vois, Moi, je suis pas. l'aliénation dans le travail, dans la Ouais. subordination. Il y a un côté anticapitaliste dans ton truc, Moi, non? je me pense être libéral, je pense pas être particulièrement pro-capitaliste. Je trouve qu'il y a des horreurs qui sortent quand même du capitalisme, et notamment dans tout ce qui est le monde corporate, tu vois. En fait, le capitalisme mène à des conglomérats qui ont tellement de pouvoir qu'en fait, on se rapproche finalement d'un régime communiste. Où en fait, quand tu as un acteur qui a tous les pouvoirs, c'est comme l'État, il peut faire ce qu'il veut de toi. Tu prends Amazon, par exemple, le nombre d'entrepreneurs qui sont dépendants d'Amazon pour gagner leur vie, c'est quand même tragique, tu vois. Tous les gens qui Ouais. vendent des bouquins, tous les gens qui font des e-books, tous les gens qui ont une boutique, qui vendent un produit, etc., qui sont dépendants d'Amazon. Amazon peut les kicker du jour au lendemain, ils doivent se plier aux règles d'Amazon. Pour moi, c'est pas, tu vois, c'est Les pas ma salariés vision. sont malheureux, sont mal payés, une pression de travail. Tu parlais d'entrepreneurs comme ça, on en connaît un de la Ouais. communauté qui vivait des commissions Amazon, qui avait une chaîne d'affiliation et Mhm. qui gagnait plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc. Et du jour au lendemain, Plus rien. tout a Kicker. coupé. Ouais. C'est quand même incroyable. Ouais. Donc, C'est un monde uniforme, c'est un monde uniforme, Amazon, sans fantaisie, sans beauté, c'est même pas esthétique, ça fait même pas rêver comme peut l'être une boîte comme Apple par exemple, avec des règles arbitraires, sans humain, donc t'as pas de gens à qui tu peux t'adresser quand il t'arrive ce genre de merde. Et ça, pour moi, c'est le pire de ce que peut faire le capitalisme. Donc si c'est être anticapitaliste, c'est être contre ce genre de conglomérat, je suis anticapitaliste. Par contre, je suis vraiment libéral dans le sens où je pense que chacun doit se lancer, tenter sa chance. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est plus une idée libérale qu'une idée capitaliste. exactement.
Tu parlais des choses pour lesquelles tu te sentais libre. Est-ce qu'il y a des choses justement pour lesquelles tu ne te sens pas libre? Soit qui pourraient t'améliorer, ou Ouais. soit définitivement t'as fait banqueroute quoi dessus. Je dirais que le plus gros problème, mais c'est un peu l'erreur qu'il fallait faire pour l'avoir, quoi, c'est que je me suis créé un nombre de coûts et de charges suffisamment gros pour devenir dépendant de mes résultats financiers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je peux pas me permettre de faire 1 ou 2 mois à zéro, tu vois. J'ai de l'argent de côté, je vais pas faire faillite, je vais pas faire banqueroute, mais c'est de l'argent de quel j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de taper dedans, quoi. C'est des économies. C'est des investissements. Et donc, je suis dans cette situation un peu tendue où le chiffre d'affaires a beaucoup augmenté ces 5 dernières années et les coûts ont augmenté avec. Et donc, ça, c'est un truc auquel je pense que si c'était à refaire, ou en tout cas pour une vision plus long terme, j'essaierais d'éviter d'indexer systématiquement mes coûts avec mon chiffre d'affaires. Avoir plus de largeur, plus de flexibilité. Donc, tu vois, c'est des choses très personnelles. J'ai acheté une maison, j'ai un prêt à rembourser, j'ai un loyer qui est assez élevé, j'ai certaines charges qui sont importantes, mais ça, c'est des choses qui limitent ma liberté, je le sens au quotidien, et ça peut être générateur d'un sentiment d'emprisonnement, d'un léger sentiment d'anxiété, où je me dis, ok, ce mois-ci, il faut que je me bouge là, parce qu'on n'a pas fait assez de chiffre d'affaires, etc. Est-ce que du coup c'est quelque chose pour lequel tu as envie de te libérer, de t'émanciper, ou c'est quelque chose que tu finalement acceptes parce que ça aussi permet tout un tas de choses positives? Tu es plutôt dans quelle démarche? Pour Ouais. l'instant, je l'accepte. Rien de tout ça ne sont des engagements irrémédiables. Voilà, la maison de campagne, c'est une maison, elle a une valeur intrinsèque, elle peut tout à fait être revendue, on peut même éventuellement faire un gain dessus. En attendant, on peut en profiter, on peut vivre des expériences dedans. Je suis aussi très intéressé par les expériences, il y a des expériences que tu peux pas vivre quand t'es pas propriétaire. Maintenant, je me dis peut-être qu'à long terme, je reviendrai à un mode de vie un peu plus simple, tu vois. Le problème d'une maison, c'est que c'est très grand, et comme c'est très grand, il y a toujours des problèmes à gérer, il y a toujours un truc qui va pas. Il y a jamais toute la maison qui est parfaite, il y a une fuite quelque part, il y a un mur qui se décolle La ailleurs. fameuse fuite d'eau. Tu sais, c'est le jeu des taupes où tu tapes sur les taupes et à chaque fois que tu tapes sur une taupe, il y en a une autre qui sort à un autre endroit et les taupes vont toujours plus vite que toi. Plus t'as d'espace et plus t'as de possession à gérer, plus t'as de taupes. Et ce jeu, il peut un peu te rendre fou si tu le prends trop au sérieux et si tu le gères toi-même et si t'es perfectionniste. Je pense que c'est des choses qui peuvent être des problèmes qui peuvent être tempérés en étant bien entouré, en étant moins exigeant, en étant un peu plus chill, tu vois, et en le prenant un peu moins à cœur. Donc en ce moment, je suis dans des phases de ma vie où j'expérimente, tu vois. La vie classique, mariage, maison, etc. C'est aussi une grande expérimentation dans ma vie que j'ai envie de voir où ça mène, j'ai envie de voir comment ça évolue. Ça m'intéresse, mais je garantis pas que je garderai cette maison toute ma vie et que je vivrai toujours comme ça. Excellent. Je te Comment propose tu... moi de répondre aux questions, les deux Vas-y. questions qui étaient en quoi je me sens libre et en quoi Ouais. je me sens pas libre. Alors moi, déjà, le sentiment de liberté, ce qui a le plus d'impact, c'est la question du temps. C'est-à-dire, je pense que j'ai vite perçu dans ma vie que être libre de son temps, donc avoir la liberté de l'oisiveté, c'est-à-dire pas Mhm. forcément l'obligation de travail, la liberté en termes de sollicitation, c'est plus on a des sollicitations de l'extérieur, plus en tout cas moi ça affecte mon sentiment de liberté, même si j'ai peu de travail à réaliser. Donc Ouais. moi c'est autour de la question du temps et d'en reprendre le contrôle, tu vois. Et ça peut être bizarre, c'est que de cet élan, tu vois, de cet affect qui est quand même assez particulier, que tout le monde n'a pas, j'ai choisi l'une des voies qui est connue pour justement peut-être être la pire pour ça, Ouais. c'est-à-dire enfin, être prestataire de service, travailler pour d'autres. Et en même temps, pour moi, c'était vraiment une voie d'émancipation. C'est-à-dire que c'est pas facile d'être prestataire. Évidemment, être salarié, c'est pire. Être freelance lambda, c'est encore pire. Je pense quand même être dans un peu dans les freelance stars, c'est-à-dire qui jouissent d'une liberté immense et des revenus qui sont quand même très intéressants. Et je dirais donc à la fois je suis libre de mon métier, à la fois je me sens pas libre, c'est-à-dire que tu vois, je pense que par exemple toi, selon cette définition-là, tu as plus de Mhm. liberté que moi parce que tu as plus de levier. Tu vois, sur ton propre activité, de par l'audience que tu as, de par le système que tu as créé. Et par exemple, je pense que si je devais faire les choses différemment plus tard, ça veut pas dire que je mets un bémol sur mon parcours parce que je suis très heureux comme je suis aujourd'hui. Je ferais peut-être du contenu plus tôt, tu vois. Mhm. J'aurais fait la même chose, continuer à faire de la prestation parce que en même temps, ça a été le plus simple et en même temps, c'est ce qui m'a permis de me développer, etc., de m'émanciper de mon ancienne vie.
Et je prends toujours énormément de plaisir à le faire, donc je vais continuer. Et en même temps, je pense que c'est aussi une manière de s'organiser, tu vois, qui est beaucoup plus libre. Ouais. Justement, le fait que tu sois dans un domaine qui est connu pour avoir énormément de sollicitations, énormément de problèmes à résoudre, etc., donc des choses qui vont nuire à ta liberté, ça peut être aussi vu comme un défi de te dire est-ce que je peux réussir à faire ce métier-là, parce que t'aimes bien ça, tu vois, quand même, d'une manière qui limite au maximum mes sollicitations. Et ça va te demander d'être créatif, d'inventer des systèmes, et ça peut être un Exactement. loisir, tu vois. Par exemple, moi j'ai un truc qui est important, je pense que c'est une des clés pour être libre, c'est la note to-do list, c'est-à-dire les choses que tu ne fais pas. Souvent, c'est difficile de savoir exactement ce qu'on veut faire, mais c'est facile de savoir ce qu'on veut pas faire. Et par Exactement. exemple, dans mon métier, il y a plein de gens qui font ce métier-là d'une manière qui limite énormément leur liberté. Les gens qui, par exemple, font des formations à 4 000 € avec derrière un suivi où ils font des rendez-vous toutes les semaines, où les gens peuvent les appeler, où ils ont des office hours, où les gens peuvent les appeler à n'importe quel moment, où ils répondent à tous les messages de leur audience, où ils répondent à tous les mails de leur audience. Il y en a qui font ça aussi, même les gens qui n'ont pas payé. Et ben ça, par exemple, moi, c'est des choses sur lesquelles je me suis dit non, je ne fais pas ça. Si mes formations, si je vends pas de formation à plus de 1 000 €, c'est parce que j'ai pas envie de m'engager sur un suivi. Je vends des formations comme un auteur qui vend des livres. Le contenu est dans la formation. Et ensuite, c'est la responsabilité de l'élève de savoir s'il va la suivre et s'il va l'appliquer et plus la mienne, tu vois. Et moi, je peux passer au suivant qui est travailler sur la formation suivante, travailler sur mes contenus et donc rester dans les choses que je maîtrise. Parce que je suis comme toi, j'ai beaucoup de mal avec les sollicitations, avec... Dès que j'ai plus de 4 messages non lus Ah, dans mes messages, je commence à paniquer, tu vois. pareil. Moi, c'est Et source de stress. Quand tu vois, on parlait de déterminisme. Je pense en termes d'affect, tu vois, je suis extrêmement sensible à ça. Mais des trucs tout cons. Hier, j'ai rencontré un entrepreneur qui voyage beaucoup. Je disais, et qui est venu à Bucarest pendant 3 jours. Je dis, mais comment tu fais? Moi, ça serait la pire des tortures de devoir faire tant d'efforts avec les avions, les machins, les hôtels, gérer tout ça pour juste 3 jours, tu vois. Après, on parlait d'Airbnb, tout ça, et je lui disais pas, mais moi, juste le message du Airbnb qui te dit pour pouvoir s'organiser avec le ménage, à quelle heure vous partez, tu vois, je ça vois me met très dans bien. un état où je me dis, mais pourquoi il m'envoie un message, ce connard, tu vois. Mais tu vois, c'est la frustration qui fait naître les bonnes idées. Donc cette frustration que tu as, et en fait c'est génial parce que tu es justement dans un domaine où tu en as énormément et c'est comme ça qu'on invente des trucs, qu'on trouve des solutions. Tu as un exemple tout simple, bon c'est pas, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais par exemple pour la forge, on prend des candidatures de personnes pour qu'elles rejoignent nos talents. Et en fait la première forme de candidature qu'on prenait, c'était les gens ils cliquaient sur un bouton, ils arrivaient sur ton Telegram et ils pouvaient te contacter directement. Très vite, tu te retrouvais dans un flot de messages. Enfin, c'était Ah, l'enfer à gérer c'était pour toi. horrible. Une semaine, Qu'est-ce qu'on a ouais, fait? ça a été un des. Enfin, je, vais pas, allez, me victimise pas, mais c'est pas en termes de temps, tu vois, Ouais. mais en termes de sentiments intérieurs, de frustration et en tout cas de pas le contraire de la joie. C'est quoi le contraire de la joie? Je sais pas, la non-joie. Et bah, vécu par ce truc-là. Ouais. Donc, Mais j'avais senti que ça te stressait pas mal. Et en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, bon, bah tant pis, on les marque tous comme lus et tant pis pour eux. Et on met en place un formulaire avec... j'ai répondu à tout le monde sur Telegram. Ok, J'ai bon, répondu à autant pour tout le moi. monde. Mais tu vois, tu aurais pu Mais pas après carrément... sur le formulaire, j'ai pas répondu à tout T'aurais le pu monde faire après sur le table rase, c'est ce qu'on peut faire avec ces mails, par exemple, quand tu as 300 Ouais, mails non lus, tu fais table rase, tu les ouvres tous. Moi, j'avais fait ça un moment et je les ai même pas lus, tu vois. Tu les marques tous comme ouverts, hop, ça dégage, et on met en place un formulaire avec des exclusions, etc., pour filtrer les gens et avoir seulement les gens qui arrivent dans une data base qui t'envoie pas une notif à chaque fois quelqu'un qui arrive, mais que tu peux aller voir quand t'as besoin, etc. Et ça a rendu le process beaucoup plus efficace, tu vois. Bon, c'est pas très complexe, mais tu vois, s'il n'y avait pas eu cette frustration de ta part, moi je me reposais un peu sur toi en me disant, bon bah Félix, il a l'habitude de gérer ça, il va gérer. Et en fait, heureusement que tu as eu un moment ce trop-plein, parce que c'est ce qu'il fallait faire, évidemment, il fallait mettre en place un formulaire. exactement. Exactement. Très bien. Moi, je sais que je ressens beaucoup de liberté quand je voyage, et c'est peut-être justement le fait d'être loin de tout, de pas avoir de sollicitations. Moi, j'ai beaucoup de sollicitations sociales à Paris, des soirées, des déjeuners, des rendez-vous, etc. J'aime bien ça, mais j'aime bien aussi me couper de tout ça, et quand tu es en voyage, en fait, plus personne t'embête, parce que les gens savent que tu es loin, Ouais. et t'es un peu dans une tranquille. Moi, je gagne beaucoup de temps, notamment en voyage, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de temps pour lire, beaucoup de temps pour bosser, si j'ai envie de bosser plus, beaucoup de temps pour explorer, surtout quand je suis seul. Parce qu'en fait, tu te rends compte que 80% de ton temps, c'est alloué en fait
d'une façon ou d'une autre aux autres, que ce soit tes proches, ta famille proche, ton chien que tu dois promener, tes amis que tu veux voir, etc. Et en fait, quand tu élimines tout ça, bah, le temps que tu as dans tes journées, le sentiment de liberté, de savoir que tu peux aller où tu veux, quand tu veux, personne ne sait où tu es exactement. Il y en a qui détestent ça, et ben moi c'est un kiff immense, et si je continue à voyager, et si j'ai envie de faire un tour du monde, c'est aussi pour ressentir ce truc-là, quoi. Je sais pas si tu le ressens aussi, mais toi, comment on a quand même limité le nombre de sollicitations dans le business de manière Mm. assez extrême comparé à d'autres. Et en même temps, j'ai toujours le sentiment que le week-end, c'est comme s'il y avait un espèce de voile de liberté. Les gens me contactent moins. J'ai l'impression Ouais. de et avant, tu sais, quand tu es entrepreneur, on s'organise un peu comme on veut et du coup, on prend pas de week-end parce qu'on aime bien travailler durant le week-end. Et moi, je fais l'inverse, c'est redevenir comme un bon petit salarié, à plus travailler le week-end, parce que c'est aussi le moment où t'as vraiment zéro sollicitation, et donc tu peux pleinement disposer de ton temps, etc. Je sais pas si tu le ressens aussi. Ouais. Bon, on retrouve assez vite une semaine classique de salarié quand on est entrepreneur, parce qu'en fait c'est difficile de vivre en décalage avec tout le monde et donc tu t'adaptes quoi. Donc c'est un peu pareil, hein. Moi le dimanche c'est un peu ma journée tranquille. Donc ouais voilà, puis tes équipes travaillent pas forcément non plus, donc tu vois, tu vas pas. Mais il y en a qui aiment bien justement travailler quand personne travaille parce que ils ont pas de sollicitation à ce moment-là. Il y en a qui travaillent la nuit pour ça ou qui Ouais. travaillent Moi, à un particulièrement moment, tard. j'ai travaillé la nuit pour cette raison. Sauf qu'en fait, c'est vraiment pas bon pour le sommeil. Ouais. Mais L'idéal c'est d'être sur un fuseau horaire, d'être sur un fuseau horaire très loin quoi. ouais. T'es au Japon, t'es tranquille, tu vois, tu Ouais, peux je vais au bosser. Japon là, donc Bah voilà, tu vas pouvoir bosser 6 heures tous les matins. Tout le monde dort, personne t'interrompra, tu recevras zéro message ni rien. Ce que moi je fais pour ça, c'est toujours être en mode asynchrone. Donc éviter d'être dans des chats où tu discutes en temps réel avec les gens, éviter de faire des réunions. Enfin, tu vois, moi j'ai un principe par exemple, c'est si quelqu'un me contacte et me propose une réunion, bon, c'est déjà, si déjà il peut me contacter, c'est qu'il a passé des filtres, donc il a envoyé un mail et vous vous êtes dit que c'était une bonne idée de me l'envoyer, vous me l'envoyez, etc. Et parfois ils arrivent et ils disent ouais, ça te dit, j'ai un truc à te proposer, ça te dit qu'on fasse une réunion, enfin un call quoi. Je dis toujours non et je lui dis bah, dis-le moi dans le message, tu vois, on est sur WhatsApp, ouais. il n'y a pas de limite dans le nombre de caractères que tu peux écrire. Mets-moi un message et me fais pas un vocal s'il te plaît, fais-moi un message texte, comme ça c'est clair, j'ai toutes les infos, etc. Le présupposé Et qui est derrière une règle qui est aussi extrême, c'est de dire que, en fait, si la personne n'est pas capable de se relier en termes d'empathie à justement, ton besoin de liberté qui est extrême et qui est numéro un, elle sera pas capable en termes d'empathie de te proposer une offre, de te proposer quelque chose d'un point de vue pro, genre en général, qui correspondra à ce que tu recherches. Parce que elle n'est pas capable de comprendre qui tu es. Moi, c'est c'est le ça. présupposé que j'ai derrière. Et la personne qui va t'appeler, souvent, a quelque chose à te vendre. Et si elle veut t'appeler, c'est parce qu'elle veut te faire ton pitch en face à face, son pitch en face à face, parce que c'est plus efficace, etc. Sauf que c'est pas aligné avec mes intérêts à moi. Mes intérêts à moi, c'est de savoir le plus vite possible ce qu'elle veut me proposer pour savoir si je dis oui ou si je dis non. Et en fait, dans Bien sûr. 90% du cas ou dans 80% des cas, les gens me mettent leur message. Je me rends compte que ça m'intéresse pas et je leur réponds poliment et on s'arrête là, quoi. Et j'ai gagné une heure. Donc il y a des règles à mettre en place dans sa note to-do list. Voilà ce que je fais pas, voilà ce que je fais pas, voilà ce que je fais pas. Ouais. Donc parfois, tu t'assois sur des choses qui pourraient rapporter gros, hein. Évidemment, si je vendais des formations à 3 4 5 000 euros, je pourrais probablement gagner plus. Ce serait aussi beaucoup plus de travail. Mais je suis fier de ne pas le faire. Et en fait, le fait de refuser de faire ça, bah, ça m'a permis aussi de mettre beaucoup plus de soins et d'efforts sur les choses que je fais, sur ce qui reste en fait. Et ça m'a permis d'aller très très loin. Je connais pas beaucoup d'infopreneurs qui ont atteint ces niveaux de revenus avec des formations à 200 euros, tu vois. Les gens qui ont ces niveaux de revenus, c'est souvent des formations à plusieurs milliers d'euros. Et si moi j'ai réussi à atteindre ces chiffres-là avec des formations à 200 euros, je pense que c'est parce que justement en disant non à tout ça, bah, je me suis libéré du temps et de l'énergie mentale Bien pour sûr. optimiser au maximum le système avec des formations pas chères. Tu avais ce concept que tu as développé dans un email, que moi j'applique aussi, qui était la journée du peu. Tu sais, c'est Ouais, l'idée de la journée où tu enlèves des trucs, où c'est la ouais, journée, il faut enlever des trucs. Et moi, ça, je faisais, c'est quelque chose, c'est assez naturellement, tu vois. Donc, la journée du peu, par exemple, ça va être, tiens, je vais aller fermer des comptes bancaires, tu vois. Parce que ouais. des fois, la banque, elle va t'appeler, je sais pas quoi, tu vas fermer, tu vas regarder les emails et aller te désinscrire des mailing lists. Euh, Mettre des filtres automatiques pour filtrer les messages, pour avoir moins de sollicitations, peut-être désinstaller des apps, peut-être regarder ses Supprimer. finances. Ouais.
voir si il y a des trucs, des abonnements, des machins, des trucs, juste regarder combien dépenser, etc. machin, voir je sais pas, t'as 100 personnes qui travaillent avec toi, bah se demander, bah tiens, qui je vais virer aujourd'hui? Non, je rigole. Mais Non, mais si t'as vraiment, c'est c'est le truc de réduire en fait la charge. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais juste parti d'un constat simple, c'est que on ajoute régulièrement des choses dans notre vie, des engagements, des objets, des vêtements, des apps sur son téléphone, des musiques. Enfin, voilà, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Mais en fait, on prend pas le temps de retirer, tu vois. Et du coup, mathématiquement, plus on vieillit, plus on a de trucs à gérer. Ça génère quoi? Le mal du siècle, la charge mentale. La charge mentale, c'est un mal qui s'accélère avec l'efficacité de notre société. Tu vois, on bosse tous de manière très efficace avec des ordinateurs, avec de l'informatique et tout. Et en fait, tout ça, ça nous permet d'avoir encore plus et encore plus vite. Et donc d'avoir ensuite encore plus de problèmes à gérer, de sollicitations, de merde à rattraper, etc.